Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui me donne littéralement la chair de poule. Thomas, tu m'as promis de me rendre paranoïaque en moins de 20 minutes, c'est bien ça? C'est exactement ça, Sarah. Et pour commencer, je ne veux pas que tu regardes ton écran. Je veux que tu regardes autour de toi. Disons vers la fenêtre. Tu vois ce rayon de soleil qui traverse la pièce? Oui, je le vois. C'est plutôt joli d'ailleurs, cette lumière de fin d'après-midi. Maintenant, regarde plus près. Dans ce faisceau de lumière, tu vois ces milliers de petites particules qui flottent? Ces petits grains qui dansent dans l'air, qu'on ignore totalement 99% du temps? De la poussière, Thomas? C'est juste de la poussière? Des peaux mortes, des fibres de vêtements, du pollen? Il faudrait peut-être que je fasse le ménage, mais je ne vois pas le rapport avec la technologie de pointe. Et si je te disais que parmi ces millions de particules, certaines ne sont pas organiques? Et si au milieu de tes peaux mortes, il y avait un ordinateur complet avec des capteurs, une antenne, une batterie, capable de t'écouter respirer, de mesurer ta température et même de transmettre ta position exacte. Attends, on parle de quoi là? De science-fiction? Genre un épisode de Black Mirror? On parle de la Smart Dust, la poussière intelligente. C'est un concept qui existe depuis la fin des années 90, théorisé par des chercheurs de Berkeley, mais qui est en train de devenir une réalité militaire et industrielle terrifiante. Imagine un réseau de surveillance invisible, pas une caméra au coin de la rue, pas un satellite, non, un nuage de capteurs microscopiques qu'on peut disperser par avion ou juste laisser tomber d'une poche. Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu, ou à peine, mais eux, ils te voient. C'est vertigineux. Mais quand tu dis ordinateur, tu exagères forcément. On ne peut pas faire entrer un processeur dans un grain de poussière. La physique a des limites, non? C'est là que tu te trompes. On est entré dans l'ère des MEMS, M-E-M-S, système micro-électromécanique. Pour faire simple, on grave de machines sur du silicium avec la même technologie que celle utilisée pour fabriquer les puces de ton ordinateur, mais on y ajoute des parties mobiles microscopiques, des miroirs, des capteurs de pression, des accéléromètres. C'est minuscule. On parle de l'échelle du millimètre et maintenant on descend vers le micromètre. Donc, ce que tu me dis, c'est que la DARPA, l'agence de recherche de l'armée américaine, travaille sur des espions de la taille d'un grain de sable? Exactement. Le projet original s'appelait littéralement Smart Dust à Berkeley, dirigé par le professeur Chris Pister en 1997. Son but était de créer ce qu'il appelait des motes, des grains. L'idée, c'était d'avoir un capteur autonome capable de survivre n'importe où. Au début, c'était gros comme une boîte d'allumettes, puis comme un morceau de sucre, puis comme un grain de riz. Aujourd'hui, on a des prototypes qui sont à peine visibles sur le bout de ton doigt. Mais Thomas, il y a un problème physique tout bête, l'énergie. Mon téléphone tient à peine une journée. Comment tu alimentes un grain de sable? Tu ne peux pas y brancher un câble USB. Si ça n'a pas d'énergie, c'est juste un bout de silicium inerte. C'est là que tu te trompes, et c'est là que ça devient fascinant techniquement. Tu as raison, les batteries chimiques classiques ne marchent pas à cette échelle. Elles sont trop grosses et elles meurent trop vite. Donc les ingénieurs doivent tricher. Ils doivent voler de l'énergie à l'environnement. Voler de l'énergie? Comme des panneaux solaires? Oui, le solaire est la première option, des cellules photovoltaïques microscopiques. Mais ça ne marche que s'il y a de la lumière. Si ta poussière intelligente tombe sous un meuble ou est utilisée la nuit, c'est mort. Donc ils développent d'autres méthodes. La piézoélectricité par exemple. La piézo quoi? La piézoélectricité, c'est la capacité de certains matériaux à générer du courant quand on les déforme ou quand ils vibrent. Imagine un grain de poussière intelligente collé sur une fenêtre. La vitre vibre légèrement à cause du bruit de la rue ou du vent. Cette vibration suffit à alimenter le capteur. Ou alors, imagine qu'on en disperse sur un moteur de char d'assaut. Les vibrations du moteur alimentent le mouchard qui transmet la position du char. C'est dingue. Donc le simple fait que je marche dans une pièce pourrait faire vibrer le sol suffisamment pour réveiller ces capteurs? Potentiellement oui, mais il y a encore plus fort, le RF harvesting, la récupération d'ondes radio. On baigne dans un océan d'ondes. Le Wi-Fi, la 4G, la 5G, les ondes radio et télé. Ces ondes transportent de l'énergie. C'est infime, mais pour un processeur qui ne fait que quelques nanomètres, ça peut suffire. Ces poussières peuvent littéralement vampiriser les ondes de ton propre routeur Wi-Fi pour s'alimenter et t'espionner. C'est incroyablement ingénieux et absolument terrifiant. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'un grain de sable ne peut pas avoir une 4K, si? On ne va pas me filmer en haute définition avec de la poussière. Non, pas encore de vidéo 4K, heureusement. L'optique demande des lentilles, et ça, c'est dur à réduire. Mais ils n'ont pas besoin de voir ton visage pour tout savoir. Pense en termes de réseau. Un grain tout seul est stupide et faible, mais si j'en lâche 10 000 dans ta maison, ils forment un réseau maillé, ils se parlent entre eux. L'union fait la force, version microscopique. Voilà, ils peuvent mesurer la température, l'humidité, la pression barométrique, les vibrations acoustiques, donc le son. Oui, ils peuvent potentiellement reconstituer des conversations. Ils peuvent détecter des produits chimiques. Imagine un capteur qui détecte le CO2.
Si le taux de CO2 augmente dans une pièce précise de ta maison, le réseau sait que quelqu'un y respire. Il sait combien de personnes sont là. Il sait si tu dors ou si tu t'agites. Donc on n'a même pas besoin de micro ou de caméra. Juste des changements de pression et de chimie de l'air suffisent à savoir ce que je fais. C'est ça l'immersion paranoïaque dont je te parlais. C'est une surveillance par déduction, mais d'une précision chirurgicale. Et les applications? Commençons par le positif, parce qu'il y en a. Sinon, on ne dépenserait pas des milliards là-dedans. Oui, rassure-moi un peu s'il te plaît. Dis-moi que ça sert à autre chose qu'à espionner les gens dans leur salon. Bien sûr, l'application la plus noble, c'est l'environnement. Prends les feux de forêt en Californie ou en Australie. Aujourd'hui, on les détecte souvent quand ils sont déjà gros, par satellite ou visuellement. Imagine si on dispersait des millions de ces capteurs biodégradables dans les forêts. Dès qu'un son capteur détecte une hausse anormale de température ou une composition chimique de fumée, il alerte ses voisins, qui alertent le relais. On pourrait géolocaliser un départ de feu au mètre près 30 secondes après qu'il a commencé. D'accord, ça j'achète, c'est brillant. Il y a aussi l'agriculture de précision. Surveiller l'humidité de chaque mètre carré d'un champ pour n'arroser que là où c'est nécessaire. Ou l'exploration spatiale. La NASA envisage d'envoyer des essaims de ses capteurs sur Mars. Au lieu d'un gros rover lourd et lent qui peut se coincer dans les sables, on lâche un nuage de capteurs dans le vent martien. Ils se dispersent, analysent tout et couvrent des surfaces immenses. Vu comme ça, c'est du génie. Mais je te connais Thomas, tu vas me ramener du côté obscur. Tu as mentionné la DARPA tout à l'heure. L'armée ne finance pas ça pour faire pousser des tomates ou regarder Mars? Non, effectivement. L'armée veut la conscience situationnelle totale. Imagine une zone de guerre urbaine. Avant d'envoyer des soldats dans un bâtiment, un drone passe au-dessus et lâche une fine poudre. Cette poudre s'infiltre par les fenêtres, les trous dans le toit, sous les portes. En quelques secondes, le commandant a une carte 3D de l'intérieur. Il sait où sont les ennemis, s'ils sont armés, s'ils bougent. C'est l'outil tactique ultime. C'est la guerre transparente. Il n'y a plus de cachette possible. Et c'est là que ça glisse vers le cauchemar civil, parce que les technologies militaires finissent toujours par arriver dans le civil. Imagine une manifestation. Le gouvernement veut savoir qui est là. Pas juste les visages, mais tout. Il disperse de la smart dust. Ces particules s'accrochent à tes vêtements, à tes cheveux. Tu rentres chez toi. La particule continue d'émettre. Oh mon Dieu, c'est le traçage absolu. Comme une balise GPS, mais impossible à trouver et à enlever. C'est pire qu'une balise GPS. Une balise, tu peux fouiller ta voiture et la trouver. Là, on parle de quelque chose de la taille d'une paillette. Comment tu fais pour savoir si tu en as une sur toi? Tu ne peux pas. Et si tu la trouves, c'est quoi? Une poussière. Tu les poussettes, elle tombe sur ton tapis et elle continue de t'écouter. Ça pose une question terrifiante sur le nettoyage. Comment on se débarrasse de ça? Si je soupçonne que mon appartement est infecté par de la poussière intelligente, je fais quoi? Je passe l'aspirateur? Tu peux essayer. Mais réfléchis, si ces capteurs sont en réseau, dès que tu allumes l'aspirateur, ils enregistrent le bruit. Ils savent qu'ils sont déplacés. Et puis, où tu vides l'aspirateur? À la poubelle? Ils continueront d'émettre depuis la poubelle. Et certains chercheurs travaillent sur des micro-drones, de la smart dust, avec des petites ailes ou des pattes rudimentaires, inspirées par les insectes. Si tu essaies de les aspirer, ils pourraient théoriquement s'accrocher aux fibres du tapis. C'est la fin de la vie privée physique. On avait peur de nos téléphones, de nos webcams, mais au moins on peut les éteindre ou les mettre dans une autre pièce. Là, l'espion est l'environnement lui-même. C'est le concept du panoptique poussé à l'extrême. L'idée n'est même pas forcément que quelqu'un t'écoute en permanence. C'est que tu ne peux jamais être sûr que tu es seul. Cette incertitude change ton comportement. Si tu penses que les murs ont littéralement des oreilles, tu n'oses plus rien dire. C'est le contrôle social parfait. Et on en est où? Là, tout de suite? Est-ce que c'est encore dans un labo à Berkeley ou est-ce que c'est déjà dehors? Officiellement, c'est encore expérimental, très coûteux et limité par la portée de transmission. Un grain de poussière ne peut pas envoyer un signal vers un satellite. Il doit l'envoyer à un relais proche, genre à quelques mètres. Donc il faut une infrastructure. Mais il y a des rumeurs. Des entreprises privées qui vendent des solutions de microsurveillance pour l'industrie, pour surveiller des machines coûteuses de l'intérieur. Le pas vers la surveillance humaine est minuscule. Il y a aussi un aspect sanitaire qui me vient à l'esprit. Si je respire ça? Ah, la question biologique, c'est le dernier étage de l'horreur. Si ces trucs sont assez petits pour flotter dans l'air, ils sont assez petits pour entrer dans tes poumons. On parle de silicium, de métaux, peut-être de nanobatteries au lithium. Ce n'est pas exactement des vitamines. Avoir un microprocesseur coincé dans une alvéole pulmonaire, ça pourrait créer des inflammations, des cancers, ou pire. Pire? Comment ça peut être pire qu'un cancer? Imagine de la smart dust active dans ton corps, des capteurs qui analysent ton sang en temps réel et transmettent tes données biométriques à ton assureur ou à ton employeur sans que tu le saches. Ou dans un scénario de guerre biologique ciblée, des particules qui ne s'activent que lorsqu'elles détectent l'ADN d'une personne spécifique pour délivrer une toxine. Thomas, arrête. Là, on est vraiment dans la science-fiction dystopique. Dis-moi que c'est de la science-fiction. La partie sur la toxine ciblée, c'est théorique. Mais la technologie pour le faire, les briques élémentaires existent. La miniaturisation, la détection chimique, la communication sans fil. Tout est là. C'est juste une question d'assemblage et de volonté. C'est effrayant de se dire que la seule défense contre ça, c'est quoi? Une cage de Faraday? Vivre dans un bunker plombé? Une cage de Faraday bloquerait les transmissions. Oui, c'est probablement la seule solution fiable. Transformer ta maison en zone morte électromagnétique. Plus de Wi-Fi, plus de réseau cellulaire. L'isolement numérique total pour garantir l'anonymat physique. C'est le prix à payer. Sinon, il faut accepter que la notion d'espace privé est une idée du XXe siècle qui a vécu. C'est une conclusion bien sombre. On a commencé en regardant un rayon de soleil, et maintenant, je ne vais plus jamais oser faire la poussière chez moi sans me demander si je suis en train de détruire un équipement militaire à plusieurs millions de dollars, ou si l'équipement est en train de t'analyser pendant que tu tiens le chiffon. Désolé pour la paranoïa, Sarah, mais la technologie ne demande pas la permission pour exister. Elle avance, c'est tout. Merci Thomas, je crois. C'était Nexus Horizon. Si vous nous écoutez, jetez un œil autour de vous. Ce petit point brillant sur votre table, c'est probablement juste une miette de pain. Probablement. À la semaine prochaine, si on n'est pas tous sur écoute d'ici là.